je pense que ma plus grosse erreur, c'était de me sentir investi d'une mission d'extrême gentillesse avec tout le monde. Je pensais que mes responsabilités m'imposaient d'être hyper bienveillant, hyper gentil avec chaque personne. Alors qu'en réalité, ce que doit être ma priorité, c'est l'intérêt collectif. C'est pas l'intérêt de Michel Dupont. Si l'intérêt de Michel Dupont il va en contradiction avec l'intérêt collectif, je dois n'avoir aucun problème à être très dur avec Michel Dupont. Même si Michel Dupont est très sympa, est un pote, etc. Ça, pour moi, ça, c'est le leadership par les convictions qui doit être prioritaire, le leadership par l'intérêt collectif. Salut Alex, Salut Laurent. comment vas-tu? Très bien. Je suis heureux d'être là. Merci de m'accueillir chez Simple et Beau. Content de revenir ici, puisque pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de travailler avec vous. Une belle époque, donc je suis toujours content de revenir dans ces locaux. Il y a beaucoup plus de monde qu'avant, donc c'est chouette. Merci du coup d'avoir accepté mon invitation pour parler aujourd'hui de mental, d'entrepreneuriat, un peu de sport, enfin voilà, de tous les sujets. Peut-être juste en intro, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté du coup mon invitation? Est-ce que le sujet du mental, toi, te parle? Est-ce que c'est parce qu'on se connaît bien? Voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as accepté mon invitation? Déjà par amitié, mais aussi parce que le sujet du mental, effectivement, est décisif et mérite d'être beaucoup plus creusé que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Par moi aussi, Ouais. par tout le monde, je pense, en règle générale. Et que je trouve que la démarche d'en faire un format podcast est une super idée. Super. Peut-être pour commencer, de manière assez classique, mais je peux te laisser un peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qu'on comprenne après un peu mieux ton parcours. Mais voilà, quand on te demande de te présenter, qu'est-ce que tu dis généralement? Je dis que je m'appelle Alexandre, que j'ai 35 ans, que je suis marié avec 2 jeunes enfants et que je suis entrepreneur avec plusieurs projets. Mais le projet principal et le projet de mon cœur, c'est Simple et Beau, une agence web qui est la mieux notée de France sur Google et Trustpilot. C'est un peu notre punch phrase. Voilà, et que je suis effectivement passionné par l'intensité et le dépassement. Je pense pas être non plus un modèle sur le sujet. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus extraordinaires que moi. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse et je m'ennuie très vite sur une situation de statu quo. Voilà, comment je me caractériserais. Voilà, exactement. Okay. Et si du coup on revient quelques années en arrière, est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être dans ton enfance, qu'est-ce qui fait qu'en fait tu es arrivé aujourd'hui? Et justement, c'est intéressant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu dis que tu te lasses très vite, ou en tout cas que tu as besoin que les choses bougent? Est-ce que voilà, tu étais un petit garçon déjà bien dynamique? Est-ce que tu as fait des activités particulières quand tu étais petit? Voilà, est-ce que tu peux nous dresser un peu ton portrait de toi il y a quelques dizaines d'années? Non, moi je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait essayer vraiment plein de choses. J'étais excellent dans rien, mais j'ai vraiment fait plein de choses. Je crois que j'ai fait une bonne quinzaine d'instruments de musique. Ah ouais. Mais jamais avec un grand niveau. J'ai dû faire une quinzaine de sports aussi. Non, j'étais pas un entrepreneur de dingue. Je pense que quand j'étais petit, j'étais plutôt dans les rails. Et c'est plutôt une lassitude d'être justement dans les rails qui m'a poussé à entreprendre. Donc c'est plus en contradiction avec un certain ordre qu'en prolongation. Et ok. Et tu avais quand même des modèles, tu vois, est-ce que vraiment l'étincelle, c'est de te dire, moi, je veux faire quelque chose de différent, et donc tu as vu autour de toi des entrepreneurs, ou est-ce que tu avais, tu vois, un modèle, je sais pas, dans ta famille, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Est-ce que tu as rencontré des... Non, franchement, moi, mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Il y a une culture quand même, il y a une culture du dépassement et de l'amélioration. C'est-à-dire que du côté de mon père, mes grands-parents étaient des ouvriers italiens qui ont émigré en France. Mon père est arrivé en France adolescent sans parler un mot de français. Et donc il s'est
il a fait une énorme ascension sociale en devenant ingénieur. Et pareil, du côté de ma mère, l'enfance était plus que compliquée. Ok. Et elle a réussi à devenir pédiatre et à se dépasser, alors que rien ne laissait penser qu'ils y arriveraient. Ils y sont arrivés. Donc, en quelque sorte, ce sont des modèles d'ascension, j'ai envie de dire. Parce que quand tu vois le point de départ, c'était pas gagné. Et oui, ce sont des modèles sur cette capacité à partir d'un point A et à se retrouver beaucoup plus haut quelques années plus tard, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Et d'un côté, ça sont des modèles, d'un autre, ça met la pression. Tu te dis que tu as envie d'être digne de tous les sacrifices que tes parents ont fait pour toi et que tu te dois au moins de faire pareil pour tes enfants, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est une très bonne motivation. Et du coup, est-ce que étant enfant, ils t'ont inculqué ou partagé des messages, alors qu'on pourrait parler un peu de messages mentaux, tu vois, justement d'effort, du goût de l'effort, de te dépasser. Est-ce que ça faisait partie, tu vois, des messages? C'était pas comment dire, c'était pas très philosophique, mais c'était des phrases choc de type bon bah voilà, si tu te dépasses, si tu travailles à l'école, si t'es dans l'intensité, tu pourras faire des grandes choses, tu pourras faire des super vacances, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux, tu pourras apprendre plein de choses. Et puis bon bah sinon, voilà. Donc c'est quelque part un peu méprisant parce que oui, enfin il me disait, bien sûr tu peux faire tous les métiers que tu veux, mais ça va influencer si tu vas au Club Med ou au camping du coin. Voilà. Et donc j'ai été challengé là-dessus de façon très avec un bon sens paysan. J'ai envie de dire, plus que par de la philosophie ou des pensées très abstraites. C'était vraiment du concret. Voilà. Et ça te parlait, tu te souviens que ça t'a donné une envie de te dire, ok, moi je veux en effet faire des belles études ou tu vois, je veux suivre. Ouais, bien sûr. Et j'avais envie de pouvoir décider. C'est ça. C'est surtout ça, je n'aime pas les contraintes. Et donc j'ai fait les études pour avoir le choix, le boulot pour avoir le choix, tout pour avoir le choix, en fait. Choisir mes contraintes. Et donc tu as fait des études de commerce. Et est-ce que le goût de l'entrepreneuriat est venu à quel moment? Comment tu vois la voie s'est tracée en effet Alors j'ai commencé par une école d'ingé, Centrale Supélec, et après effectivement j'ai fait un double diplôme avec le SCP. Et la motivation de l'entrepreneuriat est venue plutôt de l'école de commerce. Parce que c'est à ce moment-là que j'avais un certain complexe. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les gars d'école de commerce n'étaient pas beaucoup plus intelligents. Oui, tu te dis HEC, le SCP, tous les patrons viennent de ces boîtes, etc. Et je suis arrivé d'école d'ingé dans cette fourmilière, et c'est là où je me suis dit ah ouais, d'accord, c'est ça les compétences, c'est ça ce qu'on apprend, c'est ça la complexité. Donc c'est pas que c'était pas utile, mais c'est juste que ça me semblait pas compliqué. Voilà, ça me semblait pas compliqué. Et du coup, je me suis dit ok, bon bah du coup sky is the limit, quoi. En fait, je n'ai pas à rougir de mes compétences, de ma capacité de travail et d'apprentissage. Donc, et par ailleurs, je les voyais, ces gens-là, entreprendre. Là, j'ai trouvé des rôles modèles, des gens qui faisaient plein de trucs, des gens qui avaient des parents entrepreneurs, des gens qui avaient des potes entrepreneurs, ce qui n'était pas du tout le cas dans les écoles d'ingénieurs, où c'est souvent des milieux beaucoup plus modestes, parce que l'école d'ingénieur, c'est quasiment gratuit. Donc, voilà. Et donc c'est pas du tout le même type d'énergie qu'on peut trouver. Et oui, là ça m'a inspiré, ça m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin. Et je me suis rendu compte que j'avais les armes pour. C'est ça. Et donc là, création, est-ce que l'idée, tu vas nous raconter un peu l'historique, mais est-ce que Simple et Beau est né, on peut dire, à ce moment-là? Est-ce que tu as commencé par entreprendre, faire d'autres voies?
Quelle est l'histoire un peu de tes débuts d'entrepreneur? Le tout début, c'était le BDE de l'ESCP. C'est une forme d'entrepreneuriat. Donc, quand je suis arrivé à l'ESCP, je me suis retrouvé au BDE. Et du coup, il fallait aller chercher de l'argent, il fallait monter des projets, organiser des grosses soirées, gérer des événements payants, etc. Pour moi, c'était ça le début de l'entrepreneuriat. Organiser des soirées qui rassemblent plusieurs écoles, des milliers de personnes, etc. C'était monstrueux. Et c'est là où je me suis pleinement épanoui. C'est dans cette action. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je veux créer mon BDE à vie, en quelque sorte. Voilà. Et donc, c'était une idée. Et après, je me suis dit, faut quand même gagner de l'argent et pas organiser des soirées. Et donc, je me suis mis à faire ce que je savais faire, à savoir des prestations web avec des copains de l'école d'ingénieurs. Et donc, on a commencé à vendre quelques petits trucs. Et c'est comme ça que ça a vraiment, vraiment commencé. Ok. Et donc, les copains en question étaient déjà tes associés d'aujourd'hui? Alors, j'avais commencé avec l'un d'eux, effectivement. On avait un troisième. Ça a changé régulièrement. Surtout sur les 2 premières années, c'était assez volatile. Et au bout de 2 ans, ça s'est stabilisé. Mais oui, il y a eu beaucoup de mouvements parce que tout le monde n'est pas prêt à ne pas se payer pendant des années pour monter sa boîte. Ok. Et du coup, là, est-ce que les choses étaient claires dans ta tête à partir du moment où vous avez commencé à faire des premiers sites internet, etc. Est-ce que le modèle de se dire on va créer une structure, on va la faire grossir, ça va devenir une entreprise et ça va être une agence web, ça c'était déjà assez clair à l'époque dans ta tête, ou est-ce que les choses se font vraiment, marche par marche? Alors, on était parti en fait au début un petit peu de site web. Après, on a fait une toute autre boîte qui n'a rien à voir, qui n'a pas du tout marché. Donc, et après, on est revenu au site internet, on a changé plein de fois de modèle. Donc, réponse courte, ça n'arrête pas de changer. Et ça continue d'ailleurs de changer. Mais voilà, c'est très agile, très très agile, ça n'arrête pas de changer. Et là, si on fait un focus vraiment sur le mental dans cette période-là du début, comment tu l'as géré toi? Est-ce que tu te souviens de naviguer en effet un peu à vue, vivre un peu les montagnes russes? Est-ce que comment tu le gérais à l'époque pour garder ton cap et en effet ne pas te faire trop secouer? Je me souviens qu'effectivement c'était un ascenseur émotionnel constant, puisque tu oscilles entre de l'hyper-excitation et de la panique et des doutes intenses. Par exemple, je me souviens très bien de ma professeure principale de l'école d'ingénieurs qui m'a dit non mais Alexandre, vous allez quand même pas faire des sites internet, me dites pas ça. Vous n'avez pas fait cette école pour faire des sites, aller faire de la recherche, aller faire des choses compliquées, aller bosser dans un labo, je sais pas quoi, des grosses boîtes, mais allez pas faire des sites internet, c'est honteux limite. Mais bien sûr, pour un professeur académique qui adore la théorie, forcément. Donc là, c'était en bas de l'ascenseur émotionnel. Après, quand on rencontre d'autres entrepreneurs, on se retrouve tout en haut. Après, quand on a ses potes qui commencent à toucher les premiers salaires, on se retrouve tout en bas. Après, on fait notre première vente, on se retrouve tout en haut. Donc, c'est un ascenseur émotionnel permanent. Et là, c'est vrai que ce qui m'a permis de continuer, c'est le soutien de mes proches, qui est essentiel. C'est un peu les piliers du projet, quoi. Sinon, tu doutes trop. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est la première chose qui fait que ça a persisté. Et la deuxième chose, c'était qu'on s'était fixé des limites avec mes associés. On s'était dit, on se donne 2 ans. Et si au bout de 2 ans, on ne peut pas se payer, on arrête. Mais quoi qu'il arrive, on se prend 2 ans pour y aller à fond. Voilà. Et on sait qu'on est ensemble pendant 2 ans. C'était un contrat. Voilà. Et donc, pas de questions à se poser pendant 2 ans, on y va. Voilà. Et c'était une course contre la montre pour pouvoir dégager un salaire, quoi qu'il en coûte, en fait, au bout de 2 ans. Ok. Et est-ce que du coup,
au bout de ces 2 ans, quel a été le bilan? Est-ce que ça avait suffisamment bien décollé? Est-ce qu'il y a toujours le risque que ça décolle, mais pas encore assez? Mais voilà. Bah, ça n'avait pas du tout décollé. Ok, Pas du tout. Pas du tout, du tout même. Mais on arrivait quand même à passer quelques frais sur la boîte, etc. Mais c'était très dur. Et au bout de 2 ans, on s'est remis autour de la table et on s'est dit, est-ce qu'on se donne un an de plus? Est-ce qu'on peut continuer à vivre chez papa-maman un an de plus? Est-ce qu'on peut continuer à squatter des locaux gratos un an de plus? Est-ce qu'on peut continuer à bosser avec des stagiaires gratuits, parce qu'on n'avait que ça, un an de plus? Et donc on s'est donné un an de plus. ok, Voilà. Et là on a réussi à se sortir 800 euros par mois chacun, ok, puis 1000, puis 1002. ok. Et là on commençait à respirer un peu. D'accord. Et est-ce que tu te souviens des moments vraiment les plus compliqués, tu vois, moralement, mentalement, pendant, si on prend les 3 ans là, est-ce que c'était, je sais pas, le stress financier? Est-ce que c'était le quotidien avec les 3 associés, toujours rester, tu vois, avec une osmose ouais, comment? Non, moi l'osmose avec les associés, c'était vraiment que du bonheur. Non, la chose difficile, c'était persister ou abandonner. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus ton pari est gros, plus ton échec potentiel est gros. Parce que tu as perdu du temps. Si tu repartais sur une carrière, tu la reprends, mais avec quoi? 4 ans de retard? 3-4 ans de retard. Tu as quand même la sensation d'avoir un échec sur le front. Tout le monde aime bien dire soit je perds, soit j'apprends. Mais moi, je préfère gagner et apprendre. Voilà. Donc non, le plus dur, c'était oui, au bout d'un an et demi, 2 ans, quand tout le monde autour commence à douter et te fait des petits sourires et te dit alors, t'en as vendu combien des sites là? 1, 2 c'est toujours papa-maman, hein, le dîner, sous les pieds sous la table? T'en as pas marre? Non, ça valait le coup de faire des études, hein. Voilà, des petites phrases comme ça, mais pour rigoler. Ouais, Pour rigoler, mais en fait, ça fait très mal. ouais. Parce que tu te dis, purée, ah, tu gardes le sourire, mais. Et bon, paradoxe. Enfin, moi, ça m'a donné la force de continuer et de vouloir montrer qu'on ne s'était pas gouré. Un peu un esprit de revanche. Voilà. C'est pas une super motivation, puisque c'est pas très pérenne, mais sur le coup, c'est pour ceux qui aiment les défis, c'est un super moteur. On dit, ouais, je me suis pas mal intéressé aux neurosciences, etc., dans l'approche mentale. Et il y a une comparaison, en tout cas un fait du cerveau qui s'appelle le syndrome de l'attente du bus, qui rejoint ce que tu disais d'attendre, de dire est-ce que je continue ou est-ce que. Et qui dit que tu attends un bus, et ben il y a toujours un moment où est-ce que tu continues à l'attendre parce que tu te dis que tu as déjà passé 10 minutes, puis 20 minutes, puis une demi-heure, ou est-ce qu'à un moment tu arrêtes. Et le cerveau est pas fait pour arrêter et se dire tant pis je pars. Le cerveau est fait pour continuer, tu vois, espérer, voilà, persister. Et l'entrepreneur, je pense parfois le syndrome de ceux qui finissent par arrêter aurait pu en fait arrêter plus tôt, mais ont eu cette difficulté à se dire ouais, là. Ouais, tu te dis, il faut persister, quoi. Il y en a plein pour qui ça a pris des années. Il faut pivoter. Ce qui est dur, ce qu'il faut pas faire, je pense, c'est persister dans le même format qui marche pas. Il faut prendre des conseils. Faut se challenger, il faut se fixer des deadlines. Il faut toujours être, je pense, aligné avec ses associés et ses proches, quoi. Et est-ce que là, avec beaucoup d'eau maintenant a coulé sous les ponts, Simple Beau a bien grossi, est-ce que tu vois une différence d'approche, pareil, si on reste toujours autour du mental et de la gestion du stress, etc., entre aujourd'hui où tu as quand même des sujets qui peuvent paraître plus importants, plus gros à gérer, et ces débuts où tu dois stabiliser, est-ce que tu trouves que beaucoup de choses ont changé, ou en fait, finalement, l'approche, tu vois, psychologique, mentale de la gestion d'une boîte reste quand même plus ou moins la même parce que tu as des nouveaux sujets qui arrivent alors que les anciens s'en vont? Oui, enfin, il y a des points communs. Après, j'ai quand même l'impression que l'enjeu du début
est vraiment un enjeu de vie ou de mort. Alors que plus le temps passe et plus tu fais des paris d'amélioration, mais au pire, si ça marche pas, bon bah c'est moins grave. Donc il y a toujours des défis, il y a toujours des méthodologies communes pour y faire face, mais c'est vrai que l'enjeu est pas le même entre ton premier marathon et ton 10e marathon. Donc là, c'est un peu pareil. Tu vois, de 0 à 1 million, je vais pas le vivre pareil que de passer de 9 à 10, quoi. Ok. Et justement, c'est une très bonne transition. En parlant de marathon, on dit souvent que l'entrepreneuriat, on se lance dans un marathon et surtout en tant que CEO. Est-ce qu'un marathon, tu sais jamais trop ce qui peut se passer et puis parfois ton corps ou plein de facteurs font que tu t'arrêtes. Est-ce qu'il y a déjà eu, toi, des moments où tu t'es dit, ok, stop, basta, et comment finalement tu as réussi à continuer à persister? Ouais, il y en a eu plein des moments, forcément, hein, où tu te dis, mais merde, est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Je commence à me lasser. Où je tourne en boucle. En fait, dans l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a quand même des marches à passer qui sont à chaque fois pas évidentes, mais et qui sont pas très bien documentées. En plus, typiquement, je trouve que le plus dur, moi, c'est le passage de 20 à 40 salariés. Pourquoi? Parce que 20, tu peux les piloter en direct. Si tu es 2 associés ou 3, tu peux les gérer. Si tu passes à 30-40, il faut que tu mettes en place un middle management. Et ça, c'est extrêmement dur pour un fondateur. Parce qu'en fait, à ce stade, tu es trop petit pour te offrir un middle management. Mais tu es trop gros pour ne pas en avoir. Donc tu te retrouves en fait à cravacher pendant cette période pour passer cette marche. Et c'est là où il y a beaucoup de boîtes qui lèvent des fonds pour passer cette marche. Mais moi, je voulais absolument pas lever des fonds pour rester indépendant. Et donc c'est là où c'était le plus dur, et où parfois je me suis dit, ouais, là c'est trop dur, quoi. Voilà. Donc c'est le genre de moment où tu es content d'avoir des bons associés, où on peut faire un relais, en fait. C'est un marathon, mais c'est aussi surtout un relais, je pense, dans l'intensité et la charge mentale qu'il faut se répartir. Donc j'ai beaucoup de respect pour les solopreneurs qui arrivent à gravir cette marche du 40 salariés en solo. Franchement, chapeau. Sans relais. Sans relais, ok. Est-ce que du coup, tu parles en effet de levée de fonds et Simplebo a toujours voulu rester le plus indépendant possible et vous êtes, c'est pour ça que tu as d'ailleurs créé ce club Bootstrap, tu peux nous en dire quelques mots, mais contribuer à la création. Est-ce qu'il y a justement des moments dans la vie de Simplebo, dans ta vie de CEO, où tu as dû faire des bluffs mentaux, donc c'est-à-dire passer outre des sentiments que tu avais, bluffer pour rassurer des gens, bluffer pour convaincre des clients, des investisseurs, des partenaires. Est-ce que ça fait partie, forcément de la vie d'un CEO, d'un entrepreneur moi, j'ai pas trop bluffé. Franchement, pas tant que ça. Mais par contre, ouais. Est-ce qu'il faut savoir complètement mettre de côté, tu parlais des montagnes russes tout à l'heure, quand tu es en très bas, les gens extérieurs peuvent ne pas le savoir. Est-ce que tu penses qu'il faut rester normaliser en quelque sorte ton état mental parce que tu es CEO, parce que tu as une boîte Oui, effectivement. En fait, voilà, il y a une bien-pensance qui consiste à dire qu'il faut montrer ses vulnérabilités, qu'il faut être transparent, mais la réalité, c'est que je pense que quand même les émotions sont contagieuses et que si tu es sur un bateau et qu'il y a une tempête et que tu vois le capitaine en panique, en sueur et qui te dit qu'il n'a pas de solution, je ne suis pas sûr que ça améliore la situation. Ça va être un chaos généralisé. Et c'est pas dans l'intérêt des gens. Et je pense que l'entreprise, c'est pareil. Il faut garder la tête froide, ne pas être 100% transparent avec cet ascenseur émotionnel,
parce que ça a un effet d'amplification en fait sur les autres. Et c'est de notre responsabilité d'avoir un optimisme à toute épreuve, tout en étant réaliste quand il faut. Mais effectivement, j'ai quelques personnes, mes associés, d'autres entrepreneurs, certains investisseurs avec lesquels je partage tout, mais parce que ce sont des oreilles qui savent écouter et me proposer des solutions. Donc oui, je pense qu'il faut avoir un masque sur son état personnel, mais être très transparent avec les équipes sur la réalité de la boîte. C'est-à-dire que si je suis capitaine et qu'on est dans la tempête, je dis, chers passagers, nous sommes dans une tempête d'une envergure extrême. Et donc il va falloir s'accrocher, ça va être difficile. Mais je suis optimiste et on va surmonter ça ensemble, même si ça va être très dur. Okay. Voilà, je pense que c'est ça, la bonne attitude, c'est transparence vis-à-vis de la situation. Mais effectivement, petit masque d'optimisme, même si on n'a pas déjà la solution. Mais on va la trouver. C'est ça. Gardez-le, ok. Si on parle, tu disais en préambule que tu étais papa de deux enfants maintenant. Qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta vie, le jour où tu es devenu père? Est-ce que, déjà, c'est toujours intéressant en anticipation, tu vois, est-ce que tu t'attendais à quelque chose? On s'attend évidemment toujours à des choses, mais qu'est-ce que ça a changé? Oui, c'était un énorme stress, parce que j'ai eu des très, très, très bons parents, très investis, très disponibles. Et du coup, je ne voyais pas comment être entrepreneur et un bon parent en même temps. Je ne voyais pas la compatibilité entre les deux. Il fallait que j'en sacrifie l'un ou l'autre. Okay. Mais je ne voyais pas de solution à ce dilemme. Et je n'avais pas envie de sacrifier l'un ou l'autre. Donc, je me suis fait coacher. Donc, spécifiquement sur ce sujet. D'accord. Donc, j'ai trouvé un coach qui m'a convenu. Donc, j'en ai vu plusieurs avant de fitter avec le bon. Et il m'a aidé à mieux vivre ce cumul, à mieux déléguer, à mieux prioriser des deux côtés. Okay. Donc tu vois, à la maison, ça veut dire avoir femme de ménage qui fait strictement tout ce qui n'a pas de valeur ou avec les enfants, mais tout le reste, je n'y passe pas une seconde. Et même au boulot, c'est... typiquement accepter de faire moins de marge pour recruter plus de monde qui peut alléger mes journées, avoir peut-être moins de gens mais plutôt des seniors que des juniors. Enfin, c'est un ensemble de petites choses qui peuvent baisser la dépendance de l'entreprise vis-à-vis de moi. Ok. Et ça, du coup, tu l'as bien vécu ou... Parce que ça implique quand même des vrais changements. Tu parles de baisser une marge, tu vois, devenir père, et tu te dis, est-ce que du coup, tu as trouvé que ça se faisait naturellement, ou est-ce que ça a été, tu vois, une nouvelle vague C'est très dur. C'est très dur, et surtout que je me souviens du coach, il m'avait dit, à quoi tu es prêt à renoncer pour pouvoir concilier tout ça? Parce qu'il faut renoncer à des choses. Et moi, je n'avais pas l'habitude de renoncer à des choses. Et il faut choisir. Et donc typiquement, j'ai renoncé à une partie de la qualité de ce qui se passait dans l'entreprise. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'étais convaincu que si je faisais certaines missions, ce serait mieux fait que si je déléguais. Et je pense honnêtement que c'est vrai. Ça n'a pas changé. Je pense que c'est vrai. Okay. Mais au moins à court terme. Mais j'étais prêt à renoncer à ça pour, un, me dégager du temps, et deux, faire monter progressivement d'autres personnes qui, au bout de quelques années, feraient mieux que moi. Voilà. Mais oui, renoncer à la perfection perçue, c'est extrêmement dur. Quand tu as créé un bébé, une entreprise dont tu es fier, où chaque truc compte... etc. Quand tu te mets à déléguer, il faut accepter que ce ne soit pas fait comme tu veux. Et ça semble tout bête de dire ça, mais en fait, c'est très, très dur. C'est un vrai exercice.
Ok. Et est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que ton expérience d'entrepreneur fait que tu es un père différent des non-entrepreneurs? En tout cas, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que tu appliques ici, tu vois, chez Simple et Beau, qui te servent à la maison et tu penses que du coup ça a façonné ta façon d'être père au-delà de ton histoire, de ton enfance avec tes parents et presque inversement en fait, est-ce que tu penses que le fait d'être père et d'avoir l'éducation de tes enfants maintenant en charge fait que tu as changé certaines choses ici? Oui, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est clairement que il n'y a pas photo. J'ai quand même moins de temps, je pense, que quelqu'un qui est cadre dans un grand groupe chez un assureur, quoi, ou j'en sais rien, enfin dans un truc, ou même pas cadre, ça dépend, remarque, ça dépend des postes, mais on n'est pas du tout aux 35 heures ni aux 40 heures, quoi. Donc c'est quand même, ça c'est un point négatif. Non, les points positifs, c'est effectivement, il y a quand même, je veux pas faire le paternaliste, mais il y a quand même des choses en commun entre le management et l'éducation. C'est un fait. Par exemple, faire des feedbacks de qualité, même si mes enfants sont un peu jeunes, avec transparence, poser des limites, énoncer clairement ses attentes. Moi, c'est plutôt avec mes proches adultes, ma femme ou mes parents. Il y a certaines notions de formation, en fait, des formations que j'ai eues dans l'entreprise qui m'aident énormément dans le perso. La process communication, la communication non violente, la notion de feedback, plein de choses sur lesquelles on s'est formé de façon très importante et qui s'appliquent très bien dans la vie perso. Donc parfois on se moque de moi parce que j'applique les mêmes méthodes. Il y a l'agenda partagé, on a un Notion, voilà, c'est assez particulier, mais c'est redoutable d'efficacité, quoi. Et quelque part peut-être de gain de temps, de qualité du coup, aussi bien ici au travail qu'en famille. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais par exemple, moi le meilleur exemple je pense c'est le process communication ou la méthode DISC pour ceux qui connaissent. Une fois que tu maîtrises parfaitement ce sujet, c'est pas un sujet professionnel, c'est un sujet relationnel. Donc c'est un pont parfait entre le pro et le perso, je trouve, ce type de formation. Ok. Comment tu fais pour bien cloisonner tu vois, on a dit souvent que la transition entre le boulot, surtout quand on est entrepreneur, et la maison, parfois on peut mélanger un peu les deux. Est-ce que toi tu cloisonnes et comment tu arrives après une journée, tu vois, intense, difficile ici, à switcher pour te retrouver père de famille et tu vois, et mentalement être pleinement. Je cloisonne pas du tout. Ok. Je cloisonne les outils. C'est-à-dire que oui, mon ordi, quand je suis avec mes enfants, jamais je vais l'ouvrir. Ou mes applications Slack, etc. Jamais je vais les ouvrir quand je suis avec mes enfants. Mais je vais leur parler de mon boulot. Je vais, pareil avec mes parents ou ma famille, au sens large, je leur parle beaucoup de mon boulot. Mes collègues sont des amis. Mes amis parfois deviennent des collègues. Il n'y a pas de... ma femme est une cliente, historiquement. Il y a pas de... Je suis qu'une seule personne, en fait. Donc je ne cloisonne pas mes conversations. Mais quand on est avec les enfants, bien sûr, on n'est pas en train de travailler, quoi. Mais ça, c'est la base. Et si tu es, avec le parcours maintenant que tu as et cette transmission en quelque sorte, si tes enfants plus tard te disent bah ouais, moi je veux être entrepreneur, quels conseils tu leur donnerais, aussi bien de conseils vraiment d'entrepreneur que des conseils, tu vois, pareil, pour bien gérer psychologiquement l'entrepreneuriat qui est en effet costaud? Alors, je leur dirais déjà de faire de bonnes études, parce que je ne crois pas au fait de dire... Il y a quelques exceptions qui confirment la règle, mais je pense quand même que ça aide d'avoir fait des bonnes études sur une façon de réfléchir, sur du réseau, sur une capacité à avoir un parachute si jamais on tombe de l'avion. Il y a plein de raisons de Voilà, donc je leur dirais, commence par avoir des bons diplômes. Et après, avec grand plaisir, si tu veux, je t'aiderai à faire ça et je te partagerai
mes convictions. Et les conseils que je leur donnerais, c'est premièrement de rencontrer plein d'autres entrepreneurs. C'est le seul conseil, je pense, pertinent et qui marche pour tous les projets. De rencontrer une personne inspirante par mois. Voilà, j'ai fait un article. Si vous voulez regarder sur Google, vous tapez rencontrer une personne inspirante par mois. Alexandre Bonetti, vous allez tomber sur la méthode que j'ai créée pour rencontrer une personne inspirante par mois. Et je pense que c'est le seul conseil que je leur donnerai. Et après, ils trouveront les conseils via ces rencontres. Ok. On partagera l'article parce qu'il est extrêmement bien fait et il parlera beaucoup. Si on bascule un petit peu, je te propose dans le sport, quand on parle de mental, de préparation mentale, on a beaucoup l'image du sport qui vient assez vite. Toi, quel rapport tu as avec le sport? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que c'est important pour toi? Pas important? Voilà, comment tu te situes avec le sport aujourd'hui? Ouais. Alors j'en ai fait beaucoup plus par le passé, là j'en fais moins, mais j'en fais quand même toutes les semaines avec un coach. Parce que j'ai besoin de me faire botter les fesses pour aller au bout des séances. J'ai pas cette rigueur que j'admire chez beaucoup de gens qui consiste à s'infliger des séances en autonomie. Non, moi je fais 5 minutes de yoga tous les matins et une bonne séance de sport par semaine d'1 heure, 1 heure et demie avec un coach. Ça c'est le tronc commun, c'est la base. Et après, je fais du tennis aussi toutes les semaines et de temps en temps de la salle. Voilà. Donc, Et est-ce que tu dirais que c'est important là maintenant pour toi avec l'habitude? Parfois, on se dit, bon, je le fais parce qu'il faut que je me maintienne, etc. Est-ce que toi, tu sens que c'est indispensable. C'est indispensable. Sans ça, c'est une mort lente. Donc, non, c'est indispensable mentalement. Plus que physiquement, je pense. Parce que physiquement, on marche, on se lève, on fait des choses, on porte les enfants. Je suis mobile. Mais mentalement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire du sport, de se défouler, d'être dans le flow. C'est-à-dire faire une activité qui prend une partie du cerveau, mais pas beaucoup, pour être justement dans un espèce d'état méditatif de récupération totale. Ça, je sais très bien que ça fait partie de la santé mentale et qu'on peut pas faire sans. Enfin, moi, je peux pas faire sans. Ok. Si tu devais comparer, petite question rapide, mais simple et beau à un sport, du coup, ce serait quoi comme sport? Très bonne question. Je dirais le golf. Ok. Je dirais le golf. Pourquoi ? Parce que c'est un chemin très long. C'est un chemin où tu dois atteindre la perfection du geste, la précision du geste. C'est un sport de gentleman. Communautaire, un peu, ouais. Avec des codes. C'est ça. Et avec une culture assez forte. Voilà. Mais bon, je dirais que le golf, c'est quand même réservé à des gens qui ont les moyens, alors que Simple et Beau est accessible, beaucoup plus accessible. Voilà. Mais non, j'aime bien l'idée que ce soit du golf, même si je n'en fais absolument pas. Mais c'est la première chose qui m'est venue en tête. Est-ce que tu te souviens, toi, d'un moment, que ce soit dans ta vie perso ou pro, où tu as dû puiser vraiment très profondément dans ton mental? Est-ce qu'il y a une expérience que tu as vécue où vraiment le mental a été mis à rude épreuve? Oui, le marathon, hein. Mon premier marathon. Le deuxième, c'était plus facile. Mais le premier, c'était horrible. Horrible. Marathon de Paris. Ouais, marathon de Paris. Et heureusement que j'avais fait tout un process qui m'a permis d'aller au bout. Donc c'est un peu comme dans tout nouveau projet. Je commence par rencontrer plein de gens qui l'ont fait pour puiser de l'inspiration. Ensuite, je m'inscris. Je communique dessus, comme ça je ne peux plus reculer. Voilà. Action. Préparation. Et je trouve des coéquipiers
Donc moi, j'avais trouvé des amis qui voulaient bien faire une partie du chemin avec moi, c'est assez classique, pour être sûr que j'allais pas abandonner, quoi. Et voilà, donc heureusement, j'ai mis tout ça en place. Je me suis fait coacher aussi par un professionnel pour y arriver. Mais oui, c'était très dur. C'était très dur et je me souviens qu'à 35-36 km, je faisais pas le malin, quoi. Je faisais pas le malin, donc... Et du coup, est-ce que tu te souviens avoir essayé de préparer un peu ou de te préparer un peu mentalement à une épreuve comme ça, ou est-ce que il y avait que le physique, tu vois, et parce qu'on n'y pense pas, ou parce que... Il y avait effectivement de la préparation mentale, mais je suis pas très bon, je pense, sur le sujet. Mais il y avait quand même les bases, je pense, c'est-à-dire la projection, la visualisation du succès, la notion de je serai marathonien, la notion de je pourrais dire à mes enfants que leur papa a fait un marathon et que donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Il y avait tout cet imaginaire de visualisation et de projection qui était fait. Et bien sûr, il y a la préparation mentale au sens travailler le geste, la façon de courir, se préparer mentalement à souffrir, se dire, anticiper que ça va être dur au 30e kilomètre, etc. Ce sont plein de choses qui sont exclusivement mentales et qui font partie de la préparation. Pour les derniers kilomètres, en effet, où le physique joue plus trop. Et du coup, tu as quand même passé le cap de plus jamais, qu'on a en général quelques minutes après. Toi, tu as quand même eu tu vois, le second souffle pour refaire un marathon. Oui, donc à la fin, je me suis dit plus jamais, effectivement. Et après, effectivement, au bout d'un certain temps, tu prends du recul, tu oublies à quel point tu as eu mal et tu refais. Parce que... Toi, tu voulais refaire par défi sportif, par amélioration du chrono, par... plein de raisons. Non, c'est aussi que moi, j'ai besoin d'un objectif pour avancer et pour faire du sport régulièrement. Et donc, me fixer un objectif de marathon, c'est aussi une façon de me mettre dans une dynamique sportive permanente. Donc, il faut toujours qu'il y ait un défi. Et c'est ma façon de fonctionner, en tout cas. J'admire les gens qui n'ont pas d'objectif et qui ont juste la rigueur de se dire c'est bon pour moi, j'ai mon rituel, je fais mes 10 km par jour ou j'en sais rien. Je n'ai pas ça. Je n'arrive pas à l'avoir, j'aimerais bien. J'ai besoin d'un objectif à atteindre et qu'il y en ait toujours un derrière. Du coup, avec quand même cette expérience, enfin cette même double expérience du marathon, l'entrepreneuriat, tout ce qu'on a vu, si demain je te disais que je t'ai inscrit un peu en surprise à un ultra de 100 km, est-ce que tu penses que avec les ressources mentales que tu as, tu pourrais aller au bout? Alors bon, le physique évidemment serait limité, mais tu vois, est-ce que tu penses que tu as l'expérience qu'il faut maintenant pour te dire ok, go? Non, clairement pas. Non. Moi, je me ferais coacher. Je suis un adepte de se faire aider en fait par des gens meilleurs que moi. Donc clairement, je rencontrerai 5 à 10 personnes qui l'ont fait. Je prendrai des coachs physiques et mentaux pour faire la bonne préparation. Et oui, je me ferai coacher totalement. Et je suis convaincu que... Et je le prioriserai dans mon agenda. Et je suis convaincu qu'avec ça, j'y arriverai. Ça, j'en suis sûr. Parce que derrière, qu'est-ce qui reste comme obstacle? C'est avoir un corps quand même qui tient un peu la route. Ça devrait aller. Et derrière, ces personnes, si je suis leurs conseils, je ne doute pas que j'y arriverai. Okay. Est-ce que tu te raccroches, toi, dans les moments plus durs de doute, etc. Est-ce qu'il y a un rituel, tu vois, une image, une rencontre dont tu te souviens, auquel tu te raccroches pour repartir un peu de l'avant? Alors oui, quand ça devient dur, j'ai deux choses, deux petites astuces qui marchent pour moi. C'est une chanson. Une chanson qui, pour moi, je pense, a créé dans mon cerveau une autoroute de positivité. Donc, que j'ai toujours associée à des choses positives. Et donc, quand c'est très dur, je me remets à chanter cette chanson ou à l'écouter. Et boum, ça me
mécaniquement, je me retrouve dans un meilleur mindset. Excellent. Voilà. C'est quoi comme chanson? C'est Stand By Me. Ok. Alors que c'est pas du tout pourtant une chanson de... Ouais, non, mais c'est marrant. Mais alors, c'est marrant. L'origine, tu l'as écoutée à des moments. Est-ce que c'est une chanson d'enfance? Est-ce que tu te souviens Je sais pas. Je sais juste que je l'aime beaucoup. Et oui, je pense que c'est une chanson qui se chante à plusieurs. Ouais. Si, je sais d'où ça vient. Ça vient de randonnée GR20, où on était avec des amis qui se reconnaîtront. Et dans les moments difficiles, on se mettait à chanter en marchant. Et cette chanson, je pense qu'on l'a fait en boucle. Et ça te permet un peu d'anesthésier ton cerveau et de te focaliser sur autre chose et d'avancer. Et je pense que du coup, voilà, c'est devenu un rappel. Donc je pense à ça et je pense aussi aux choses insurmontables, que je pensais insurmontables, que j'ai finalement surmontées. Ok. Voilà. Et du coup, je me dis, bah tu vois, t'as fait ça. Tu pensais pas que t'allais y arriver, t'y es arrivé. Maintenant, pourquoi pas ce nouveau défi? Pourquoi pas? Voilà, donc c'est le bon mindset. Top. Si on parle un tout petit peu de vision et de conseils que tu partages déjà pas mal, qu'est-ce que tu dirais là si un jeune entrepreneur venait te voir et te parlerait vraiment du mindset, tu vois, de son mental, et qui te demanderait voilà quel conseil tu peux me donner pour améliorer mon mental, être focus, être résilient, parce que la route est longue comme tu disais. Est-ce que tu lui redirais va rencontrer les baleines, ouais. Non, c'est clairement. Après, je pense qu'il n'y a pas. Chaque entrepreneur doit trouver son intensité, sa méthode qui lui correspond. Il n'y a pas une méthode miracle. Il y en a qui vont avoir besoin de fonctionner par faire du fractionné. Ouais. J'en connais. Ils bossent 2 mois comme des tarés, après ils prennent 2 semaines de vacances. Et ça leur convient très bien. Okay. Il y en a d'autres qui sont vraiment en mode marathon. Ils prennent très rarement des vacances, mais ils ont un rythme soft. Et ça leur correspond très bien. Il y a tous les rythmes. Mais je sais que le conseil qui fait mouche, c'est de rencontrer une personne inspirante par mois et de se nourrir de cette énergie. Ça, c'est évident. Okay. Et après, comment préparer son mindset? Non, je dirais rencontrer une personne inspirante par mois et se faire coacher. Ouais. Se faire coacher, que ce soit par un coach, un psy ou un mentor, ou j'en sais rien. Enfin, idéalement un professionnel quand même, parce qu'il y a de la méthodologie derrière tout ça. Je pense qu'en France, il y a un manque d'humilité de beaucoup d'entrepreneurs sur le fait de se faire coacher ou d'aller voir un psy ou ce genre de choses. C'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, où c'est plutôt très bien vu. Exactement. D'être coaché, d'investir sur soi, etc. Même quand on n'a aucun problème, en fait, c'est juste pour aller encore mieux. Voilà, donc c'est très différent comme mindset et c'est vraiment une grosse différence. J'adore la France et il y a beaucoup de choses que j'échangerais pour rien au monde. Mais sur ce sujet-là spécifique, je trouve qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon. On appuie sur les problèmes plutôt que de viser d'aller encore mieux. Encore mieux quand tout va bien. Exactement. Donc ça aussi, ouais. Deuxième conseil, donc rencontrer une personne inspirante par mois et se faire coacher même quand tout va bien. Ouais, très bon conseil. Est-ce qu'il y a un moment clé dans la vie de Simple et Beau où tu penses que les choses ont pu continuer grâce justement au fait que tu te sois accroché à ton mental et que tu vois, où les choses auraient pu vraiment vriller ou s'arrêter? Ouais, bien sûr, on a eu des moments difficiles en termes de trésorerie, en termes oui, le pire c'est la trésorerie. Ouais. On a eu des trous de trésorerie compliqués. Bon, comparé à d'autres boîtes, c'est rien parce que moi quand il y a moins de, enfin j'ai besoin d'un matelas, d'un matelas confortable. Voilà, donc il y en a. L'épaisseur du matelas est effectivement variable. Mais oui. Et là, je pense que dans ce genre de moment, il faut s'accrocher. Et il faut avoir de bons associés. Ouais. Je pense que c'est surtout ça, moi, qui nous a toujours sauvés. C'est d'être une bonne association. Ouais, c'est ça. Et ça s'entretient. Ouais, bien sûr. Donc, par exemple, on communique très régulièrement. On se fait une session de discussion par mois assez profonde.
On s'est fait coacher ensemble, notamment pendant les premières années de la boîte, pour aligner nos visions, nos stratégies, notre répartition des tâches, le rapport de force entre nous, etc. C'est important de fixer tout ça, sinon ça peut vite partir en sucette. Donc oui, chérir cette relation est, je pense, la solution pour mentalement pouvoir s'accrocher en cas de difficulté. Collectivement, s'accrocher collectivement. Quelle est selon toi la plus grosse erreur que tu aies pu faire en tant qu'entrepreneur et avec le recul du coup qui t'a appris plein de choses? Je pense que ma plus grosse erreur, c'était de confondre, en gros, de me sentir investi d'une mission d'extrême gentillesse avec tout le monde. Ok. C'est-à-dire que je pensais que mes responsabilités m'imposaient d'être hyper bienveillant, hyper gentil avec chaque personne. Alors qu'en réalité, ce que doit être ma priorité, c'est l'intérêt collectif. C'est pas l'intérêt de Michel Dupont. Si l'intérêt de Michel Dupont il va en contradiction avec l'intérêt collectif, je dois n'avoir aucun problème à être très dur avec Michel Dupont. Même si Michel Dupont est très sympa, est un pote, etc. Ça, pour moi, ça, c'est le leadership par les convictions qui doit être prioritaire, le leadership par l'intérêt collectif. Et c'est un type de leadership que j'ai acquis au fil des années parce que j'étais initialement sur un leadership par la relation one-one avec chaque personne. C'est épuisant, c'est impossible de gérer la relation avec tout le monde. Et au moment où j'ai switché et je me suis dit non, mais moi, mon truc, c'est l'intérêt collectif. Point. Rien d'autre. C'est les valeurs de la boîte, les objectifs de la boîte, le bien-être global des collaborateurs et du mien. Et ça m'a vachement libéré sur beaucoup de décisions. Comme par exemple, se séparer dans le respect, bien sûr, et de façon très, très, très cordiale, de quelqu'un dont les performances nuisent à l'intérêt collectif, mais qui donne son max et qui est très sympa. Bien sûr. Voilà. Là où avant, tu te serais dit, je peux pas parce que il va très sympa, il donne son max. Il a fait le pari de nous rejoindre. C'est moi qui l'ai recruté. Tu vois, cette culpabilisation de dire, mais attends, si je l'ai recruté, que machin, que bidule, que je l'ai mal... Peut-être que je l'ai mal formé, peut-être que, en fait, il n'est pas dans le bon... Non, à un moment, c'est l'intérêt collectif qui prime et il faut avancer. Voilà. Et cette lucidité, je l'ai acquise avec le temps, mais je ne l'avais pas au début. Et du coup, est-ce que ça va aussi avec cette culture du feedback dont tu parlais, d'être plus... oui. D'être dur et juste plutôt que flou et mou. Voilà. Donc en gros, c'est effectivement faire des vrais feedbacks bien construits, bien argumentés et voir ça comme un cadeau qu'on fait à la personne d'en face qui va l'enrichir et tourner les choses de cette façon plus que des critiques. Voilà. Donc c'est un mindset à avoir et ça change totalement la forme du feedback qu'on va faire. Ok. Si dans 10 ans, on parle d'Alexandre Bonetti, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ? Je voudrais qu'on retienne que c'est génial de passer du temps avec moi d'un point de vue professionnel et personnel, que les gens ont eu raison de me faire confiance, que ce soit les investisseurs, les collaborateurs, les associés, et que j'ai réussi à créer des bons souvenirs avec mes proches, mes enfants et mes collaborateurs et mon équipe au sens large. Des bons souvenirs. Voilà, ça c'est le truc qui restera, je pense, et je souhaite du coup en créer de plus en plus. Ok. Super. Avant qu'on passe, je te propose pour la dernière partie des petites questions que j'ai appelées les questions de mental. Est-ce que tu veux
ajouter un dernier truc, une pensée sur le mental, un conseil, une anecdote. Non, je dirais que... Si, peut-être une anecdote. Je dirais que je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Et que donc j'ai eu beaucoup de mal à accepter, enfin à comprendre les sujets de méditation. J'avais vraiment l'impression que c'était du pipeau. Euh, et que en fait, un peu du placebo. Jusqu'à en fait me documenter un peu sur le sujet et me rendre compte que bah en fait le lien entre le corps et l'esprit est vraiment évident, prouvé scientifiquement, et que non, c'est pas pipeau, il faut le bosser. Même s'il y a une part d'effet placebo, en quoi c'est péjoratif? Voilà. Donc, non, peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est que les rationnels qui pensent que le monde est une machine mécanique, je leur recommande d'aller au bout de l'analyse de la machine, puisque la mécanique est fortement liée au processeur, qui est le cerveau. Et donc, oui, il faut creuser. Il faut creuser ce sujet. Donc, c'est pour ça que c'est génial que tu fasses ce podcast. Mais je ne pense pas être un expert, malheureusement, de la théorie. Mais la pratique montre que tu as quand même en effet pas mal d'expérience. Génial, merci pour tous ces éléments partagés. Donc je te propose de terminer par les petites questions plus légères et que tu puisses répondre un peu du tac au tac ce qui te vient. Première question, si tu pouvais envoyer un message automatique à tous les sites internet, simple et beau, voire tous les sites internet qui existent, qu'est-ce que tu voudrais afficher ? Envoyer un message via les formulaires ? Non, qui s'afficherait sur tous les écrans des sites internet, tu vois, du monde. Donc à tous les visiteurs qui sont sur internet en même temps. Je dirais... simplifier. Simplifier votre vie, simplifier votre site, simplifier vos relations, simplifier tout. Voilà. En fait, retirez le 20%. Mettez-vous en tête qu'il faut supprimer 20% de tout, donc du site inclus, et faites-le. Less is more. Très bon. Quelle est l'erreur la plus absurde qu'un client simple et beau vous ait signalée ? Que nous, on a commis ? Ouais, ou qu'il a repéré en effet sur son site. Non, une erreur qu'on a commis qui était rigolote, c'est un client qui envoie plein de demandes, et le collaborateur qui par erreur répond quel relou, ou un truc comme ça, alors que c'était pas du tout destiné. Des erreurs de destinataire, c'est très drôle, c'est très très drôle. Qui du coup revient furieux vers vous. Non, souvent il rigole en vrai. Souvent il rigole. Non, mais je trouve que ça c'est très rigolo, puis ça nous arrive bizarrement assez régulièrement. Bon, ça pimente un peu les... Ouais. Si tu as un budget illimité pendant 24 heures pour booster Simple et Beau, qu'est-ce que tu ferais ? Un budget illimité ? Ouais. Pendant 24 heures. Je rachète tous mes concurrents. Ouais. Et je deviens du coup le leader total. Tu m'as donné un budget illimité, hein. Je rachète tout. Mal, là où d'autres auraient dit... Je fais de la pub partout dans le monde. Le stratège. Très bien. Si tu devais créer une boîte aujourd'hui qui n'a rien à voir avec Simple et Beau, avec la tech, qu'est-ce que ce serait ? Avec la tech, rien à voir avec Simple et Beau, rien à voir avec la tech. Je dirais que je créerais... franchement, j'en sais rien du tout. Je pense que je créerais une boîte événementielle, je dirais. C'est pas scalable, c'est rien du tout. Mais et c'est le pire truc parce que c'est hyper exigeant comme métier.
mais ça te donne une adrénaline comme on en a rarement, en fait. Donc, moi, c'est ça qui me drive. Donc, je pense que je ferai de l'événementiel, surtout si les enfants sont grands. Ouais. Voilà, je me replongerai dans l'événementiel pour le kiff. Top. Le pire conseil business que tu as jamais entendu? Le pire conseil business, je pense, c'est c'est qu'il faut lever des fonds systématiquement pour accélérer. Voilà. Ça dépend des projets. Il y a des projets où il y a beaucoup de R&D, où il y a où il y a des conditions qui font qu'il faut lever des fonds, mais il y en a tellement qui ne nécessitent pas de lever des fonds et où juste de la créativité permet de faire la même chose avec beaucoup moins d'argent et de garder du coup son indépendance. Je pense que ça marcherait, le monde serait meilleur. Ok. Si tu pouvais organiser un dîner avec 3 personnalités, mortes ou vivantes, tu mettrais qui à côté de toi à table? Morte ou vivante? Je mettrais Jésus. Je mettrais franchement, je mettrais les dieux, les prophètes, etc. Parce que c'est quand même incroyable d'avoir créé tant de notoriété au fil des siècles. Si que l'existence de Dieu soit vraie ou pas, en fait, ce qu'ils ont créé est assez incroyable. Et donc j'aurais voulu les avoir à table pour leur demander si c'était prémédité, si c'était réfléchi, ou si ce sont des fous, ou si ce sont des génies, ou enfin voilà, la mécanique qui est derrière. Ok. Si tu pouvais avoir un super pouvoir mental, tu choisirais quoi? Je dirais un truc un peu réaliste quand même. Oui. Je dirais une mémoire illimitée. Ouais. Illimitée. Ça, et je pense que franchement, c'est jouable. Ça devrait être possible dans les prochains siècles, quoi. Ouais. D'avoir un espèce de disque dur là, externe qui retient tout là. Ouais, parce qu'on perd tellement de choses, tous les souvenirs, même les informations. C'est dommage. Moi, j'aime bien ce don. J'aimerais bien avoir ce don. Surtout que j'ai une très mauvaise mémoire, donc ça m'aiderait. Si à l'inverse, tu pouvais reprogrammer ton cerveau pour supprimer une peur, une mauvaise habitude, qu'est-ce que tu voudrais effacer? C'est compliqué parce que si tu effaces la peur et la mauvaise habitude, tu effaces la qualité qui est en face. Il y a toujours une qualité en face d'un défaut. Ouais. Et franchement, je voudrais rien effacer. Ouais, non, je garde. Je préfère travailler dessus que tout effacer. Surtout, je te dis, si tu enlèves le défaut, tu supprimes la qualité qui est associée, quoi. Il y a toujours ça. Ça se tient. En effet. Est-ce que dans les moments de stress intense, tu es plutôt méditation et respiration ou gros coup de gueule intérieur à te secouer un peu? Action. Ouais. Moi, le stress, pour moi, l'anxiété, c'est une situation inconfortable face à laquelle je n'agis pas. À partir du moment où je passe à l'action, je suis plus dans le stress, je suis dans la résolution. Okay. Et la procrastination, l'angoisse pour moi est incompatible avec la mise en action pour résoudre le problème. Donc pour moi c'est plutôt coup de boost et action. Quitte à avant faire un peu de réflexion, de méditation, mais très vite passer à l'action. Ok. Est-ce que tu es plutôt Rocky Balboa qui encaisse tout ou plutôt Sherlock Holmes qui analyse tout? Moi, je dirais plutôt le gars qui analyse tout. Ouais. Très bien. Quel est le moment où tu as eu besoin du plus gros mental de ta vie? Est-ce que tu redirais le marathon? Est-ce que c'est autre chose? Ouais, il y a le marathon, puis il y a
Hein, franchement, les enfants, ils sont forts aussi pour te pousser dans tes retranchements. Hein. Pour rester calme, avec le manque de sommeil, des trucs irrationnels. Je les aime fort, mais il faut beaucoup d'amour et beaucoup de contrôle de soi pour pas s'énerver. Ouais. Franchement. Et je pense que j'étais pareil quand j'étais petit, mais... Et le plus récent, franchement, ouais, c'est les nuits compliquées avec les enfants où c'est hard, quoi. Je pense que c'est le plus dur. Ouais. Si ton niveau de force mentale était une note sur 20, tu te donnerais combien ? Alors ça dépend ce que tu appelles force mentale, parce que je sais que je peux aller au niveau de la force mentale suffisamment fort pour me faire très mal. Physiquement, mentalement, je peux aller... Ouais, bah c'est au global. Donc si en effet, tu vois, si demain, tu te lances un défi un peu comme ça du jour au lendemain, est-ce que tu vois, t'aurais quand même une force mentale à, je sais pas, à 18 sur 20 pour te dire quoi qu'il se passe, je vais au bout et... Tu vois, en fait, la force mentale, franchement, je pense que je suis pas loin de 20. Par contre, l'intelligence, c'est-à-dire que, tu vois, te faire mal, pour aller au bout, je peux. Il n'y a pas de problème. Si tu me dis, voilà, je peux mettre mon cerveau en off pour me faire mal. Mais la vraie question, je pense, c'est la force au sens de l'intelligence, tu vois, de se donner une rigueur, de faire les choses non pas pour un objectif, mais pour soi, etc. Là, je suis à 12. Ok. Dernière question, déjà. Tu as un petit peu répondu tout à l'heure. Quel est le plus gros coup de bluff mental que tu as réussi dans ta vie pro ou perso ? Le bluff mental à moi-même ? Ouais. Ou aux autres ? Non, à moi-même. Comme tu veux. À toi ou aux autres. Non, le coup de bluff mental, non, franchement, je pense que le fait de me dire je suis capable de monter une boîte qui sera un carton, c'était un coup de bluff à moi-même parce qu'en fait, je n'avais rien pour alimenter ça. Il faut y croire pour y arriver. Et j'étais assez naïf sur la difficulté de la tâche. Et la naïveté a du bon pour se lancer dans des défis. Et je pense que c'était effectivement un coup de bluff très fort à moi-même que de me dire... Enfin, au final, j'avais raison, mais je ne pensais pas du tout que ce serait... que ça irait aussi loin et que ce serait si dur aussi, les deux, quoi. Donc, c'était un coup de bluff quand même à moi-même. Et je me dis, j'y arriverai. Tu as plutôt réussi ton pari jusqu'à là. En cours, exactement. Top, écoute, on arrive au bout de ces petites questions. Est-ce que tu veux conclure cet échange par une ouverture, par une dernière vision Ouais, mais non, mais je dirais encore une fois, je reboucle, hein, que notre santé mentale et notre force mentale, pour moi, est le fruit de ce qu'on met dedans. Et donc, qu'il faut côtoyer des gens qui nous inspirent sur ce sujet. Voilà. Quand on n'a pas la chance d'en avoir, il faut aller les chercher via des coachs, via des podcasts, via des lectures, via plein de choses. Mais je pense effectivement qu'il y a un problème en France qui est cette espèce de complexe de j'ai un problème à résoudre, donc je vais le traiter. Là où on devrait tous être en mode je vais bien, donc je veux aller encore mieux. Ouais. Voilà. Et je suis très envieux de la culture américaine sur ce sujet très précis, sur peu d'autres sujets. Et ça vient de notre éducation. Typiquement, quand on fait une dictée en France, tu pars de 20 points et on te met des croix rouges et tu perds des points.
Donc on t'appuie là où ça fait mal, là où tu t'es trompé. Alors qu'aux États-Unis, tu pars de zéro, on souligne tout ce que tu as fait bien et tu gagnes des points. Tu vois, donc le mindset, soit il est orienté vers « Ok, je vais gagner », soit j'ai un truc, il ne faut pas que je le perde. C'est quand même vachement différent. Voilà, et donc je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus dans « Ok, j'ai un truc, je veux aller encore mieux ». Voilà, dans le mindset des entrepreneurs de demain. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Alex, pour cet échange et plein de bonnes choses pour la suite. Et à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. Vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast de façon très simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Ensuite, pensez à liker cette vidéo et à laisser un commentaire. Ça me fait super plaisir de vous lire et ça booste l'émission. Si vous m'écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Amazon, mettez plein d'étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus ces belles histoires de résilience et de force mentale pourront toucher d'autres personnes. Un grand merci pour votre soutien et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, c'est dans la tête.